Le coq au vin mijotait doucement. L'odeur de vin rouge, de lardons et de petits oignons emplissait ma cuisine. C'était une odeur de dimanche, une odeur de famille. Une odeur qui, aujourd'hui, me semblait fausse, comme un parfum trop lourd sur un vêtement usé. Mon fils, Stéphane, et sa femme, Isabelle, étaient assis à la table de la salle à manger. Je les entendais parler à travers la porte ouverte. Leur voix était claire, pleine de cette assurance que seule la jeunesse et une certaine ignorance peuvent donner. J'ai apporté la cocotte en fonte, lourde et noire, celle de ma mère. Je l'ai posée sur le dessous de plat au centre de la table. Leurs visages se sont levés vers moi. Stéphane a souri, un sourire rapide, déjà distrait. Isabelle a regardé son téléphone posé à côté de son assiette. J'ai servi. Le vin rouge sombre nappait les morceaux de poulet. Les pommes de terre que j'avais fait rissoler apparaissaient dorées et croustillantes. C'était un repas simple, un repas de la terre, comme mon père m'avait appris à les aimer. Ils ont mangé en silence pendant quelques minutes. Puis, Stéphane a posé sa fourchette. « Papa, on voulait te parler de quelque chose. » Je savais. Je savais que ce déjeuner n'était pas qu'un simple repas dominical. Il y avait toujours une raison. Un service à demander, une nouvelle à annoncer qui impliquait un besoin. J'ai hoché la tête, mâchant lentement un morceau de pain qui avait absorbé la sauce. « C'est à propos de notre projet », a continué Isabelle, levant enfin les yeux de son écran. Son ton était enjoué, comme si elle me faisait une faveur en m'incluant dans ses plans grandioses. On a finalisé le business plan. C'est du solide. Leur projet. Une start-up. Une application pour téléphone. Quelque chose à voir avec des « expériences immersives » pour touristes fortunés. Des mots que je ne comprenais pas bien, qui sonnaient creux à mes oreilles habituées au chant des cigales et au cliquetis des boules de pétanque. On a besoin d'un investissement de départ, a dit Stéphane, allant droit au but. Les banques sont frileuses. Elles ne comprennent pas le potentiel. Mais nous, on sait que c'est l'avenir. Il m'a regardé fixement. Ce n'était pas une demande. C'était une attente. Dans ses yeux, je n'étais pas son père. J'étais une ressource. Un capital dormant. Mes économies, le fruit de 45 ans de travail à l'usine, n'étaient pour lui qu'une ligne sur un relevé bancaire, une somme à débloquer pour financer son avenir à lui. J'ai bu une gorgée de vin. Il était bon, un Côtes-du-Rhône que j'avais choisi avec soin. « Et de combien auriez-vous besoin ?» ai-je demandé, ma voix plus neutre que je ne l'aurais voulu. Isabelle a sorti un chiffre. Un chiffre qui m'a fait l'effet d'une pierre tombant dans l'estomac. C'était presque tout. Tout ce que j'avais mis de côté pour mes vieux jours, pour ne dépendre de personne, pour pouvoir faire face à un coup dur. Pour pouvoir, peut-être, laisser quelque chose de tangible derrière moi. C'est une somme importante, ai-je dit doucement. C'est un investissement, papa. Pas une dépense, a rétorqué Stéphane, avec une pointe d'impatience. On te remboursera. Avec les intérêts. Tu seras actionnaire. Tu imagines, à ton âge, investir dans la tech. Il pensait que c'était un compliment. Être moderne. Être dans le coup. Il ne comprenait pas que tout ce que je voulais, c'était la paix. La tranquillité. Le respect de ce que j'avais bâti, lentement, péniblement. J'ai regardé mes mains posées sur la nappe à carreaux. Des mains d'ouvrier. Des mains qui avaient connu l'huile de coupe, le métal froid, la chaleur des machines. Des mains qui avaient réparé son vélo d'enfant, qui avaient porté ses cartons lors de ses déménagements, qui avaient signé le chèque pour l'apport de son premier appartement. Je dois y réfléchir, ai-je dit. Le changement sur leur visage fut immédiat. Le masque de l'enthousiasme est tombé, remplacé par une irritation mal contenue. Réfléchir à quoi ? A demandé Isabelle, son ton devenant cassant. C'est une opportunité en or. On te la sert sur un plateau. D'autres personnes tueraient pour avoir cette chance. C'est l'argent de toute une vie, ai-je répondu, simplement. Stéphane a soupiré, un long soupir théâtral. Il a passé une main dans ses cheveux. C'était le geste qu'il faisait quand il se sentait contrarié, depuis qu'il était enfant. Papa, ne commence pas. On n'a pas le temps pour ça. Le marché n'attend pas. C'est maintenant ou jamais. Je comprends. Mais j'ai besoin de temps. Isabelle a ricané. Un petit son sec, méprisant. Elle s'est tournée vers Stéphane, comme si je n'étais plus dans la pièce. Laisse tomber. C'est peine perdue. Tu sais bien comment il est. Puis elle a murmuré une phrase. Une phrase qu'elle pensait sans doute que je n'entendrais pas, ou que je ne comprendrais pas dans toute sa cruauté.
Il est trop radin pour comprendre. Radin. Le mot a flotté dans l'air, lourd, venimeux. Il a empoisonné l'odeur du coq au vin. Il a fait cailler la sauce dans mon assiette. Radin. Moi, qui avais sacrifié mes vacances pour payer ses études. Moi, qui n'avais jamais rien compté quand il s'agissait de son bien-être. Moi, qui portais les mêmes chaussures depuis 5 ans pour ne pas faire de dépenses inutiles. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas bougé. Mes mains ne tremblaient pas. Pas encore. J'ai simplement absorbé le mot. Je l'ai laissé s'installer en moi, trouver sa place parmi les autres petites blessures, les autres déceptions accumulées au fil des ans. C'était la pièce manquante du puzzle. La clé qui ouvrait la porte d'une vérité que j'avais refusé de voir. Ils ont fini leur repas rapidement, dans un silence glacial. Ils ne m'ont pas aidé à débarrasser. Ils se sont levés, ont pris leur veste. « On t'appelle », a dit Stéphane, sans me regarder dans les yeux. Ils sont partis. La porte d'entrée s'est refermée avec un bruit sec. Je suis resté seul à table, devant les assiettes sales et la cocotte à moitié vide. Le silence de la maison était assourdissant. Dehors, le soleil de Provence commençait à décliner, projetant de longues ombres dans la pièce. Radin. Le mot tournait en boucle dans ma tête. Ce n'était pas la colère que je ressentais. C'était autre chose. Une sorte de clarté froide, tranchante. Comme si on venait de nettoyer une vitre sale à travers laquelle je regardais ma vie depuis des années. Je me suis levé. Mécaniquement, j'ai commencé à empiler les assiettes. J'ai vidé les restes. J'ai rincé la vaisselle et je l'ai mise dans l'évier. Chaque geste était lent, délibéré. C'était un rituel, mais aujourd'hui, il avait un sens nouveau. Je ne nettoyais pas seulement la table. Je nettoyais ma vie. Quand tout a été propre, je suis sorti. Je n'ai pas pris ma voiture. J'ai marché. Mais pas m'emmener, sans que j'y pense, vers le centre du village. Vers la place. La place de mon enfance. La place où j'avais appris à faire du vélo. La place où j'avais embrassé ma femme pour la première fois, sous le grand platane qui était toujours là, majestueux. Et au centre de la place, il y avait la fontaine. Ou plutôt, ce qu'il en restait. Elle était sèche depuis des années. La pierre était verte de mousse, fissurée par endroits. Le bassin était rempli de feuilles mortes et de détritus. Les chérubins sculptés qui devaient cracher de l'eau avaient des visages érodés, presque aveugles. C'était une ruine triste, le cœur mort du village. Je me suis assis sur le rebord. La pierre était froide sous ma main. Je me suis souvenu. Je me suis souvenu du son de l'eau. Un son clair et joyeux qui remplissait la place les jours de marché. Je me suis souvenu des enfants qui venaient y tremper leurs mains l'été. Je me suis souvenu de mon père, me disant que cette fontaine était là depuis plus de 200 ans. Qu'elle avait vu passer la Révolution, les 2 guerres. Quelle était la mémoire de notre village. Une mémoire qui s'effaçait. Une beauté qu'on laissait mourir, par manque d'argent, par manque d'intérêt. Tout comme on me laissait moi, me dessécher lentement dans mon coin. Et c'est là, assis sur cette pierre froide, dans le silence d'une fontaine morte, que j'ai pris ma décision. Ce n'était pas une décision prise par colère ou par vengeance. C'était une décision prise par amour. Par respect. Pour mon père, pour mon village, et finalement, pour moi-même. Mon argent. L'argent de toute une vie. Il n'irait pas dans une application, dans un nuage de données et de mots anglais. Il n'irait pas financer un avenir que je ne comprenais pas et qui ne me respectait pas. Il irait ici. Dans la pierre. Dans l'eau. Dans la vie. Je ferais revivre cette fontaine. C'était ça, mon investissement. C'était ça, mon héritage. Ils m'avaient traité de radin. J'allais leur montrer ce que l'on peut faire quand on n'est pas avare de ce qui compte vraiment. La beauté. La mémoire. La dignité. Le lendemain matin, je n'ai pas fait mon café tout de suite. Je me suis habillé avec soin. J'ai mis une chemise propre, celle que je gardais pour les occasions. Je me suis rasé de près. Puis je suis allé à la mairie. Le maire, Julien, est un homme jeune. Le fils d'un de mes anciens collègues. Il m'a reçu dans son bureau qui sentait le papier et le café tiède. Il a semblé surpris de me voir. « Monsieur Dubois, quelle bonne surprise. Asseyez-vous. Que puis-je faire pour vous ?» Je ne suis pas passé par 4 chemins. Je lui ai exposé mon projet. Je lui ai dit que je voulais financer la restauration de la fontaine de la place. Intégralement. Il m'a regardé, les sourcils froncés. Il a cru à une plaisanterie, au début. Puis il a vu que j'étais sérieux.
Son expression a changé. Il y avait de l'étonnement, puis une lueur de respect. Mais, Monsieur Dubois, c'est une somme considérable. La commune n'a jamais pu la débloquer. Les devis sont astronomiques. Je sais, ai-je dit calmement. J'ai l'argent. Ce sont mes économies. C'est comme ça que je veux les utiliser. Nous avons parlé pendant 1 heure. Il a sorti les vieux dossiers, les devis qui prenaient la poussière. Nous avons regardé les plans. Il m'a expliqué les difficultés techniques. Je l'écoutais, mais ma décision était prise. Elle était aussi solide que la pierre de la fontaine. En sortant de la mairie, je me sentais plus léger. J'avais un but. Un vrai. Mon deuxième arrêt fut la banque. J'ai demandé un rendez-vous avec le directeur. J'ai liquidé mes plans d'épargne. J'ai tout transféré sur un compte courant. La conseillère a essayé de m'en dissuader. Elle me parlait de rendement, de placement, de sécurité. Je l'ai écouté poliment, puis j'ai signé les papiers. L'argent était maintenant disponible. C'était un sentiment étrange. Ce n'était plus un chiffre abstrait sur un relevé. C'était un outil. Mon outil. En rentrant chez moi, j'ai entrepris un autre genre de nettoyage. J'ai ouvert la boîte à outils que j'avais préparée pour Stéphane. Une belle boîte en bois, remplie d'outils neufs que je lui avais achetés au fil des ans, pensant qu'un jour, il s'intéresserait au bricolage à la maison. Il ne l'avait jamais fait. J'ai vidé la boîte. J'ai rangé les outils dans mon propre atelier. La boîte vide, je l'ai mise avec les choses à jeter. Sur la cheminée, il y avait une photo de famille. Prise au mariage de Stéphane. Nous sourions tous. Un sourire de façade. J'ai pris la photo. Je l'ai regardée un long moment. Puis, je l'ai retournée, face contre le mur. Je ne voulais plus voir ce mensonge. Les jours suivants, le silence de mon téléphone était une bénédiction. Pas d'appel. Pas de message. Il me laissait réfléchir. Il pensait que le temps et la pression silencieuse feraient leur œuvre. Il se trompait. Puis, 1 semaine plus tard, le premier message est arrivé. De Stéphane. Papa, on n'a pas de nouvelles. Tu as réfléchi. Je l'ai lu. Je n'ai pas répondu. J'ai supprimé le message. Le lendemain, un autre. Papa, c'est important. On a des délais. Appelle-moi, supprimé. Le surlendemain, c'était Isabelle. Son ton était différent. Plus mielleux. Faux. Henri, nous sommes inquiets. Tu vas bien? On espère que tu ne nous en veux pas pour dimanche. On était un peu stressés. On t'aime fort, celui-là m'a fait sourire. Un sourire sans joie. Inquiet. Ils n'étaient pas inquiets pour moi. Ils étaient inquiets pour leur argent. J'ai supprimé le message. Les appels ont commencé. Je ne répondais pas. Je laissais sonner. Le bruit de la sonnerie ne me dérangeait plus. C'était juste un son, comme le chant d'un oiseau ou le passage d'une voiture. Il ne me concernait pas. Il ne comprenait pas. Il pensait que je faisais un caprice. Que je les punissais. Que c'était un jeu de pouvoir. Il ne voyait pas que ce n'était rien de tout ça. C'était un changement. Un vrai. Fondamental. J'avais simplement cessé d'être disponible pour eux. Mon silence n'était pas une arme. C'était une frontière. Une nouvelle frontière que je venais de tracer autour de ma vie. Pendant ce temps, les choses avançaient pour La Fontaine. Le maire avait contacté une entreprise spécialisée. Des artisans. Des tailleurs de pierre. Un jeune homme est venu chez moi pour discuter des détails. Il s'appelait Léo. Il avait des mains calleuses et un regard franc. Il aimait la vieille pierre. Il parlait de La Fontaine avec passion, avec respect. Il ne m'a pas posé de questions sur mes motivations. Il n'a pas trouvé mon projet étrange. Il l'a trouvé beau. C'est un beau projet, monsieur Dubois, m'a-t-il dit, en regardant les photos anciennes de La Fontaine que je lui montrais. Ça a plus de sens que beaucoup de choses aujourd'hui. Restaurer au lieu de jeter. Réparer au lieu de remplacer. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais compris. Vu. Je n'étais pas un vieux fou qui gaspillait son argent. J'étais un homme qui voulait réparer quelque chose de beau. Léo est devenu mon allié. Je passais des heures avec lui et son équipe sur la place du village, une fois les travaux commencés. J'observais la pierre être nettoyée, les fissures comblées avec un savoir-faire ancestral. Je leur apportais le café le matin. J'écoutais leurs conversations. J'apprenais des choses sur la taille de la pierre, sur la plomberie. Je me sentais vivant. Utile.
Les gens du village s'arrêtaient. Ils regardaient, curieux, puis heureux. Ils me souriaient, me remerciaient. La place, qui était devenue un simple lieu de passage, redevenait un lieu de vie. Les anciens venaient s'asseoir sur les bancs pour regarder les travaux, et ils se mettaient à raconter leurs souvenirs de la fontaine. La mémoire du village se réveillait, doucement. La nouvelle a fini par arriver aux oreilles de Stéphane et Isabelle. Je ne sais pas comment. Peut-être par une vieille tante ou un ami de la famille. Un après-midi, alors que j'étais avec Léo en train d'examiner une des sculptures de chérubins qu'il avait restaurées, une voiture s'est garée brutalement sur le côté de la place. La voiture de mon fils. Ils en sont sortis tous les deux. Leurs visages étaient durs. Ils ont traversé la place à grandes enjambées, sans un regard pour les échafaudages, pour le travail magnifique des artisans. « Papa, qu'est-ce que tu fais » a lancé Stéphane, sa voix résonnant sur la place silencieuse. Je ne me suis pas retourné tout de suite. J'ai fini ma conversation avec Léo. Le visage est parfait, Léo. Vous avez fait un travail d'orfèvre. Puis, je me suis tourné vers eux. Calmement. Bonjour, Stéphane. Bonjour, Isabelle. Ne nous dis pas bonjour. A sifflé Isabelle. C'est ça, ton investissement? Un tas de vieilles pierres? Tout cet argent. Gaspillé, a ajouté Stéphane, en faisant un geste large vers la fontaine. J'ai regardé la fontaine. Elle était déjà belle, même inachevée. La pierre avait retrouvé sa couleur claire, presque dorée sous le soleil. On devinait sa splendeur passée et future. Puis j'ai reporté mon regard sur eux. Sur leurs visages crispés par la cupidité et l'incompréhension. Ce ne sont pas des pierres, ai-je dit, ma voix posée, sans colère. C'est la mémoire du village. Et ce n'est pas de l'argent gaspillé. C'est mon argent. Je l'ai gagné. Et je l'utilise pour quelque chose qui a de la valeur à mes yeux. Stéphane a secoué la tête, comme s'il ne pouvait pas y croire. Mais notre projet, notre avenir. Tu y as pensé? J'y ai pensé, oui, ai-je répondu. J'ai pensé que mon avenir, c'est aussi de laisser quelque chose de beau derrière moi. Quelque chose qui donnera de la joie aux gens. Quelque chose qui fera chanter l'eau au cœur de notre village. Votre application, elle existera encore dans 100 ans? Cette fontaine, oui. Il n'y avait rien à ajouter. Ils m'ont regardé, bouche bée. Ils cherchaient une faille, un signe de faiblesse, une ouverture pour l'argumentation. Il n'y en avait pas. J'étais aussi solide que la pierre que je défendais. Tu es complètement fou, a finalement lâché Isabelle. J'ai haussé les épaules. Peut-être. Mais je suis en paix. Je leur ai tourné le dos. Je suis retourné vers Léo. J'ai repris ma conversation sur la patine de la pierre, comme s'il n'avait jamais été là. Je les ai entendus marmonner encore quelques instants, puis le bruit de leur portière de voiture a claqué. Le moteur a vrombi, et ils sont partis. Je n'ai pas regardé la voiture s'éloigner. J'ai gardé les yeux fixés sur le visage du chérubin. Pour la première fois, il me semblait qu'il souriait. Les travaux ont duré encore 2 mois. 2 mois pendant lesquels j'ai finalisé ma propre restauration intérieure. J'ai pris rendez-vous chez le notaire. J'ai rédigé un Nouveau Testament. Mais bien n'irait pas à ceux qui ne voyaient en moi qu'un portefeuille. J'ai créé une petite fondation pour l'entretien de la fontaine et le fleurissement du village. Le reste irait à des œuvres de charité locale et à ma petite nièce, la fille de ma sœur, qui venait me voir sans jamais rien demander, juste pour le plaisir de ma compagnie. J'ai vendu quelques meubles superflus. J'ai trié des décennies de souvenirs. J'ai gardé l'essentiel. Ma maison semblait plus grande, plus lumineuse, plus légère. Comme moi. Le jour de l'inauguration de la fontaine fut une grande fête. Tout le village était là. Il y avait un petit orchestre, un buffet organisé par les commerçants. Le maire a fait un discours. Il a parlé de l'importance du patrimoine, de la générosité, de l'esprit de communauté. Il a dévoilé une petite plaque de bronze vissée discrètement sur le rebord de la fontaine. Restaurée en 2023 grâce à la générosité d'Henri Dubois, enfant du village, j'étais gêné. Je n'avais pas fait ça pour la gloire. Mais j'ai vu la fierté dans les yeux de mes vieux amis. J'ai vu la joie sur les visages des enfants quand, enfin, le maire a tourné une vanne et que l'eau a jailli. Le son. Ce son que j'avais attendu. Le murmure, puis le chant clair et vif de l'eau qui retombait dans le bassin. Un son de vie. Un son de renaissance. Les gens ont applaudi. Des enfants ont couru pour tremper leurs mains, en riant aux éclats. Je suis resté en retrait,
à regarder la scène. Je me sentais entier. Pas heureux au sens exubérant du terme. Mais plein. Stable. Ancré. Ma nouvelle vie a commencé ce jour-là. Une vie simple, rythmée par des choses simples. Le matin, je prends mon café au nouveau bistrot qui a ouvert sur la place, juste en face de la fontaine. Je lis mon journal en écoutant le bruit de l'eau. L'après-midi, je joue à la pétanque avec mes amis. Parfois, je m'assois simplement sur un banc et je regarde les gens. Les touristes qui prennent la fontaine en photo. Les amoureux qui s'assoient sur son rebord. Les grands-parents qui montrent les sculptures à leurs petits-enfants. J'ai reçu une lettre de Stéphane. Une lettre de plusieurs pages. Il disait qu'il était désolé. Qu'il avait compris. Peut-être. Je n'ai pas répondu tout de suite. La porte n'est pas fermée à clé. Mais elle n'est plus grande ouverte. Pour la franchir, il faudra de la sincérité, du temps et beaucoup de respect. Ce sera à mes conditions, désormais. Ils m'ont traité de radin parce que j'ai refusé de financer leur monde virtuel. J'ai utilisé l'argent de toute une vie pour faire rechanter la pierre et l'eau. Mon monde à moi. Un monde réel, tangible, plein de beauté. Ce soir, en rentrant chez moi, je suis passé par la place. La fontaine était illuminée. L'eau scintillait sous les projecteurs. 2 adolescents étaient assis sur le bord, parlant à voix basse. Le son de l'eau couvrait leurs secrets. Radin. Le mot me fait sourire. Maintenant. On peut être avare d'argent, ou on peut être avare de sens. J'ai choisi mon camp. Et en regardant cette fontaine, je sais, au plus profond de moi, que je n'ai jamais été aussi riche. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Quelqu'un, quelque part, a peut-être besoin de savoir qu'il n'est jamais trop tard pour choisir sa propre musique et pour faire chanter les fontaines silencieuses de sa vie.